Donc, juste une petite présentation rapide de qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Donc, nous, on est le service public de la rénovation de l'habitat avec mon collègue Bastien. Bastien qui fait partie de l'Agence locale de l'énergie et du climat. Moi, je fais partie de la Maison Énergie Habitat Climat, le logo à droite. Et avec nos collègues de la DIL, on fait partie donc du service public. Notre but, c'est d'accompagner les projets de rénovation énergétique sur la partie financière, technique, d'aider à faire monter en compétence les personnes et de faire monter en performance les projets pour que voilà, les gens puissent faire des projets en ayant une bonne connaissance et donc en faisant les meilleurs choix possibles pour leur portefeuille, pour la planète et pour voilà, améliorer l'étiquette énergie de leur logement et faire les choix les plus pertinents possibles. Donc pour cela, on fait des permanences téléphoniques, on fait des visites à domicile et on fait aussi des animations, des webinaires, des conférences comme celle-là pour, on va dire, un peu diffuser la bonne parole ou en tout cas euh, vous aider à vous accompagner dans votre projet de rénovation énergétique. Sûrement, certains d'entre vous ont déjà bénéficié de cet accompagnement, d'autres peut-être le découvrent, mais en tout cas, ça existe un peu dans toute la France et donc la métropole, c'est nos deux structures qui animent ce service. Pour vous, c'est totalement gratuit, euh, neutre, et voilà, on n'est pas lié à des fournisseurs d'énergie ou à des structures comme celle-là. Donc voilà, là c'est la carte un peu. La Maison Énergie Habitat Climat s'occupe de tout le nord, on va dire, de la métropole, donc le pays salonnais et le territoire du pays d'Aix, et les 36 communes, ainsi que les trois communes Cornillon-Canfou, Miramas. Et mon collègue de Marseille s'occupe de la métropole Marseille-Provence, le pays d'Aubagne, enfin le territoire d'Aubagne, et le territoire de Istres-Ouest-Provence. Donc, vous voyez la carte ici. Euh, J'admets encore les personnes qui arrivent. Hop. Pour nous contacter, c'est très simple. Il y a un numéro unique, donc qui s'appelle Allo Rénov Énergie. C'est un guichet unique. Vous pouvez le contacter. Et ensuite, vous êtes mis en relation selon la thématique de votre question et selon votre localisation. Et donc, vous êtes mis en relation avec la structure locale qui pourra vous accompagner dans votre projet. Il y a aussi un outil numérique qui s'appelle Loutre, qu'on a lancé il y a quelques mois, qui permet en fait d'avoir un espace numérique qui permet de trouver des entreprises référencées pour les contacter, pour faire des devis, d'avoir une carte des projets autour de chez vous pour voir un peu les projets qui ont été faits, quelles entreprises sont intervenues, des fiches conseils, un espace de gestion de votre projet, voilà, pour avoir aussi une relation entre nous, votre conseiller, et puis votre projet. Donc ça peut être aussi intéressant. Mais de toute façon, en nous contactant, on vous expliquera tout ça euh, de manière un peu plus détaillée. Euh, donc ça, c'était pour la présentation. Euh, Ensuite, donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc le photovoltaïque. Déjà, ce qu'on dit toujours en introduction, c'est que le photovoltaïque, à quel moment on l'installe? On préfère d'abord, voilà, jouer sur ce qu'on appelle la sobriété, c'est-à-dire avoir un logement sobre en énergie. En gros, pour le logement, c'est souvent isoler le logement, puisque ça sert à rien de mettre des panneaux photovoltaïques sur un logement qui fuit de partout. C'est un peu comme changer le robinet d'une baignoire qui fuit, bah, c'est la même chose. Elle va toujours fuir, ça va être un peu plus beau, on va un peu moins consommer, mais sauf que l'intérêt, c'est vraiment d'abord d'isoler son logement. Donc, c'est vraiment la base de la pyramide. Pardon, la base de la pyramide, c'est vraiment d'isoler, d'avoir un logement sobre en énergie. Ensuite, avoir des équipements efficaces, donc des chaudières, des pompes à chaleur, des ampoules, tous les systèmes qui consomment de l'énergie qui soient le plus efficaces possible. Et puis ensuite, voilà, ça va être à ce moment-là qu'on va pouvoir réfléchir sur le renouvelable. Les scénarios qui sont faits aujourd'hui, voilà, enfin, montrent que si on peut mettre autant de renouvelables que l'on veut, si on veut atteindre vraiment un objectif neutre en carbone, ou en tout cas atteindre les objectifs qui sont fixés à l'horizon 2050, ça passe dans tous les objectifs sérieux, il y a une question de sobriété, d'efficacité, et puis ensuite forcément de renouvelables. Euh, alors, donc là, je vais aborder des notions assez simples en général.
Certains, voilà, ont déjà vu ça et vont pas prendre forcément beaucoup de choses, mais ça permet, voilà, qu'on ait tous les mêmes bases pour après poser vos questions et suivre la suite de la présentation. Donc déjà, parfois on parle de solaire, on sait pas trop, solaire thermique, photovoltaïque, donc c'est vraiment deux choses différentes. Le solaire thermique, ce dont on va pas parler ce soir, ça va être pour chauffer de l'eau, donc ça va être pour l'eau chaude sanitaire, pour les douches, pour les bains, pour les robinets, donc ça va être des panneaux spécifiques. Euh, qui vont produire de l'eau chaude, qui vont pas produire de l'électricité. Donc ça, on va pas en parler aujourd'hui. C'est une autre technologie, c'est un autre système qui fonctionne aussi très bien, mais c'est pas le sujet de ce soir. Ce soir, c'est sur la deuxième partie, c'est sur le solaire photovoltaïque, où là, on va produire de l'électricité grâce aux rayons du soleil. Euh, donc, c'est des panneaux spécifiques qui, grâce aux photons, produisent de l'électricité. Et donc, cette électricité, ensuite, on peut l'utiliser de différentes manières. C'est ce qu'on va voir par la suite. Mais voilà, il faut bien comprendre la différence entre les deux. C'est pas les mêmes panneaux et c'est pas les mêmes conditions d'installation. C'est pas les mêmes démarches. Euh, donc, sur le photovoltaïque, alors, on voit pas trop la conversion, c'est mal faite. Mais il faut bien comprendre, c'est que sur le photovoltaïque, on produit du courant continu. Et ce courant continu, pour qu'il serve à nos équipements de la maison, il faut le transformer en courant alternatif. Donc pour cela, il faut un onduleur. Historiquement, c'était souvent des onduleurs, enfin, un onduleur central qui était utilisé. Donc un onduleur qui convertissait toute l'électricité produite par tous les panneaux de l'installation. Maintenant, on voit de plus en plus souvent ce qu'on appelle des micro-onduleurs. Ce que vous voyez dans l'image en haut à droite, c'est des petits boîtiers qui se mettent sous les panneaux ou sous des paires de panneaux, en tout cas. Donc, on en met plusieurs par installation et qui permettent de convertir l'électricité au plus proche du panneau. Et donc, voilà, c'est aujourd'hui au moins la moitié des installations, c'est avec des micro-onduleurs. Il y a des avantages, des inconvénients, mais en tout cas, c'est ce type de choses que vous pouvez voir poser. Et puis après, il y a aussi d'autres systèmes, ce qu'on appelle des optimiseurs de puissance, enfin des onduleurs centraux avec optimiseurs de puissance. Ça, c'est surtout pour gérer la, la production par panneau, parce que historiquement, le problème qu'on avait avec les onduleurs centrales, c'était que s'il y avait un panneau qui était à l'ombre ou qui dysfonctionnait, ça avait un impact assez important sur toute la production. Donc le fait d'avoir soit des micro-onduleurs, soit des optimiseurs de puissance, ça permet voilà, de résoudre un peu ce problème et que un problème sur un seul panneau ait moins d'impact qu'avant. Et donc voilà, il y a des durées de vie. En général, c'est souvent l'onduleur qu'on va changer en premier avant les panneaux. C'est lui qui peut être en fin de vie, qu'on va pouvoir remplacer. Mais voilà, il faut le prévoir un peu si sur un plan de financement à 20 ou 30 ans, il faut prévoir cette charge-là. En termes de compteurs, donc aujourd'hui, il y a quand même souvent des compteurs Linky qui sont installés. Si vous avez un compteur Linky et que vous installez en autoconsommation, donc aujourd'hui, c'est quasiment la totalité des installations nouvelles qui sont en autoconsommation, et bien, le compteur Linky, justement, il va permettre de compter ce qui est produit et ce qui est consommé, et donc, par déduction, le surplus. Euh, donc aujourd'hui, ce compteur Linky, voilà, il n'y a pas de compteur supplémentaire à installer si vous êtes en autoconsommation. Il y a un compteur à installer si vous êtes en vente totale, c'est-à-dire si vous vendez la totalité de votre production. On y reviendra après, mais voilà, c'est deux options différentes pour utiliser l'électricité que l'on que l'on va produire par les panneaux. Puisque cette électricité, soit on va l'utiliser pour son logement, ce qui est aujourd'hui, on va dire, 90% des installations neuves, enfin, nouvelles, on l'utilise pour sa consommation, pour réduire sa facture, mais on peut aussi vendre cette production, ce qui était le cas historiquement lors du boom des installations des années 2010, puisque c'était la seule, enfin, en tout cas, c'était la solution privilégiée, parce que le tarif de vente était assez important à ce moment-là. Euh, donc sur l'implantation, bah, pareil, historiquement, c'était surtout des installations intégrées au bâti. Donc on va dire que c'est elles qui faisaient l'étanchéité à, à l'eau. Donc en fait, on faisait un toit dans la toiture, un trou pardon dans la toiture et on venait intégrer des panneaux. C'était pas terrible au niveau technique, pas terrible au niveau de l'étanchéité, mais c'était des contraintes, on va dire esthétiques et esthético-architecturales qui imposaient ça.
Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus ces contraintes-là. Enfin, en tout cas, il y a plus cette contrainte-là pour bénéficier d'un tarif de vente. Il n'y a plus de bonus de tarif de vente en intégrant la toiture. Donc aujourd'hui, les installations, elles sont souvent surimposées. Donc c'est-à-dire qu'il y a un espace entre les tuiles et les panneaux, et c'est plus les panneaux qui jouent le rôle d'étanchéité de la toiture. On peut aussi faire des installations au sol. Euh, c'est aussi tout à fait possible. Euh, on en parlera après, mais voilà, c'est aussi une possibilité lorsque la toiture est mal orientée ou lorsqu'on a de la place. Voilà, il y a pu y avoir plusieurs, ou lorsqu'on veut mettre pas forcément beaucoup de panneaux, il y a plusieurs possibilités dans lesquelles l'installation au sol est aussi intéressante. Euh, on parle de puissance et d'énergie. Parfois, c'est un peu compliqué à comprendre la différence. Ce que j'ai trouvé plus simple pour expliquer la différence entre les deux, c'est qu'en fait, la puissance, c'est un instantané. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend le cas où on remplit une piscine, mais la puissance, c'est vraiment le débit avec lequel on remplit sa piscine. C'est voilà la section, le débit avec laquelle on va remplir sa piscine. Donc ça, c'est une puissance. Au plus le débit est gros, au plus la puissance est grosse. Alors que l'énergie, ben, au final, c'est le volume que l'on va remplir. C'est un volume. L'énergie, c'est un volume, c'est une quantité en kilowattheure. Donc, alors qu'une puissance, c'est un instantané, donc c'est un débit d'énergie. Donc voilà, c'est bien différent. Donc la puissance, ça va représenter la quantité de panneaux que l'on va installer. Au plus on met de panneaux, au plus on va avoir de puissance. Alors que l'énergie, ça va représenter la quantité d'électricité qui va être produite par ces panneaux. Donc ça dépend du temps. On peut avoir une puissance très faible. On peut avoir un seul panneau avec voilà, 300 watts de puissance. S'il est toute la journée au soleil, il va produire beaucoup plus d'énergie que si on a 3 kW, donc 3000 watts, mais que ce panneau est à l'ombre. On comprend bien, mais c'est un peu la même chose si on a une ampoule. Une ampoule de 60 watts, les anciennes ampoules, ça consomme beaucoup, mais si on l'allume jamais, elle va consommer moins qu'une ampoule euh, une LED aujourd'hui qu'on allume tout le temps. Bah, c'est un peu le même principe, la différence entre la puissance et l'énergie. Et donc parfois on fait la confusion entre kilowatt et kilowattheure. Donc kilowatt c'est vraiment la puissance, c'est un peu les chevaux fiscaux aussi pour les voitures, alors que kilowattheure c'est vraiment la consommation, c'est combien de fuel vous allez mettre dans votre voiture pour faire 100 km par exemple. Ok. Donc sur la durée de vie, alors là il y a aussi pas mal de choses. Aujourd'hui on voit souvent des garanties de 25 ans. Alors ces garanties, il faut faire attention parce que parfois c'est des garanties vraiment matérielles, mais souvent c'est des garanties de performance. C'est-à-dire qu'ils garantissent qu'au bout de 25 ans, les panneaux euh, produisent toujours 80%, 85% de leur puissance initiale. Donc ça peut être un peu trompeur, ou en tout cas, il faut se méfier, il faut vérifier. Mais voilà, il y a des garanties. Mais par contre, on voit de plus en plus de garanties matérielles à 20, 25 ans, 30 ans même parfois. Donc ça, voilà, pour comparer, il faut bien comparer la même chose. Mais la durée de vie d'un panneau, ça peut être très long, hein. Il y a des installations qui ont plus de 40 ans et qui continuent à produire. Puisqu'en fait, comme il n'y a pas de pièces en mouvement, ben, en fait, il n'y a pas vraiment d'usure, on va dire, matérielle. Euh, donc on parle aussi des fois de puissance crête. Je sais pas si ça vous parle. En puissance crête, en fait, pour expliquer sans rentrer dans le détail, c'est juste que c'est la puissance dans des conditions idéales, la puissance que le panneau va délivrer dans des conditions idéales, c'est-à-dire avec un bon ensoleillement, avec quand il fait pas trop chaud, quand il n'y a pas de nuages, etc. Euh, Là, le panneau va être dans des conditions idéales et va produire sa puissance maximale, donc la puissance crête. Euh, Sinon, il va produire un peu moins dans des conditions standards. Et puis, voilà, aujourd'hui, bon, il y a des monocristallins, des polycristallins. Souvent, on est dans du monocristallin. Ça représente 80-85% des installations actuelles. Bon, ça, après, c'est un peu du détail. Parce qu'aujourd'hui, après les panneaux, bon, on va en parler après. Euh, ok, sur ça. Hop. On parle aussi parfois que les panneaux, ça consomme beaucoup d'énergie pour leur production. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le temps de retour énergétique, il est entre 1 et 3 ans. Le temps de retour énergétique, c'est quoi? C'est la quantité d'énergie, enfin le temps que met le panneau pour produire autant d'énergie que ce qu'il a demandé pour être produit.
Donc, on prend la quantité d'énergie qui est demandée pour produire le panneau, et il faut entre 1 et 3 ans pour que ce panneau produise cette quantité, enfin plus de cette quantité d'énergie. Donc, c'est quand même relativement faible. Et puis, le recyclage aussi, on arrive à recycler une grande quantité, environ 95% du panneau, notamment via une usine à Rousset qui est en fonctionnement pour recycler le panneau. Donc en fin de vie, il y a toute cette filière qui est prévue. Donc ça, c'est pas forcément trop un problème euh, sur cette filière. Du coup, je vais donner la parole à mon collègue sur la deuxième partie. Sur la deuxième partie. Merci Olivier. Donc effectivement, je vais reprendre la main sur la partie un peu plus pratique, que faire l'électricité produite. Euh, Si tu veux bien passer les slides. Parfait. Euh, alors aujourd'hui, comment on produit l'électricité et de quoi va dépendre notre production? De trois paramètres principaux, de la surface disponible sur la toiture, ou alors tout simplement du nombre de panneaux qu'on va installer, hein, forcément, par rapport à la puissance qu'on va poser. Ça va dépendre également de la localisation, forcément. Une installation d'une même surface entre Dunkerque et Marseille, elle va pas avoir la même production. Et ça va dépendre également donc, de deux critères, l'orientation des panneaux et l'inclinaison des panneaux et donc de la toiture, puisqu'on les pose en parallèle. Et là, comme vous pouvez le voir sur le tableau à droite de l'écran, idéalement, les panneaux, il faudrait qu'ils soient posés plein sud avec une inclinaison de 30 degrés. On peut aussi voir que même s'ils sont à l'est ou à l'ouest de la toiture, ça change pas énormément sur la production. Par contre, effectivement, quand on va changer l'inclinaison, quand on va passer sur du 60 degrés ou à la verticale complètement, là, on va quand même perdre en rendement, on va quand même perdre en production par rapport à quelque chose de plus optimisé et une inclinaison de 30 degrés. Je pense que j'ai bien résumé. Olivier, si on peut continuer, parfait. Au niveau du modèle économique, donc il vous en a parlé tout à l'heure, il y a trois modèles économiques disponibles aujourd'hui pour votre production d'électricité, pour votre installation photovoltaïque. Donc c'est soit d'un côté vous allez vendre l'intégralité de votre production. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous allez produire comme électricité, vous allez la revendre à un tarif fixe. Donc à savoir que c'est un contrat qui est défini, qui est signé pardon, sur 20 ans et que le tarif de rachat, lui, il est dépendant notamment de la puissance de l'installation. Le tarif de rachat pour une installation d'une taille jusqu'à 3 kW crête va être différent du tarif de rachat entre 3 kg et 9 kg, et ainsi de suite. Donc il y a certaines tranches sur lesquelles votre tarif de rachat peut varier. Et donc voilà, vous pouvez vendre l'intégralité de votre production. Vous pouvez aussi, et c'est ce qu'a dit Olivier tout à l'heure, ce qui est le plus fait aujourd'hui, c'est l'autoconsommation avec la vente du surplus. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez produire de l'électricité. Cette production, lorsque vous avez des appareils qui tournent en journée et que vous produisez en même temps, eh bien, ce que vous allez produire comme électricité va servir à alimenter ces appareils. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation. Et si jamais vous avez un surplus de consommation, si par exemple en été vous êtes au bureau, vous travaillez et donc il n'y a pas beaucoup d'appareils qui tournent, mais votre production, eh ben, on est en plein été, ça va produire à fond, et donc vous allez avoir un surplus de production que vous ne pourrez pas utiliser. Ce surplus, il sera revendu. Même chose que pour la vente, c'est un contrat qui est signé sur 20 ans, donc vous allez avoir un tarif de rachat du surplus qu'on verra par la suite. Et ce tarif, par contre, effectivement, il peut être réévalué une fois chaque année selon la situation économique. Et donc la troisième solution économique, le troisième modèle, c'est donc l'autoconsommation sans la revente du surplus. Donc vous allez essayer de consommer la production que vous allez avoir en temps réel. Et si jamais vous avez un surplus de production, ce surplus, il n'est pas revendu. Pourquoi? Parce que vous le décidez. Donc ça peut être généralement ce type de modèle, on va le retrouver sur des sites qui sont isolés, donc qui n'ont pas accès au réseau. On va le retrouver sur des installations qui sont au sol ou des installations de très petite taille. Voilà pour les trois modèles. Aujourd'hui, effectivement, ce qu'on retrouve le plus, c'est l'autoconsommation avec la vente du surplus. Et donc, pour le choix du modèle économique, donc vous avez à l'écran un petit peu quelques informations financières. Par exemple, pour la vente totale de production, comme je vous le disais, sur une tranche jusqu'à 3 kW crête d'installation, vous allez avoir un tarif de rachat à 14,3 centimes d'euros par kilowattheure. Pour la revente du surplus, même chose, pour une puissance en dessous de 3 kW crête, votre surplus sera racheté à 13 centimes 01 par kilowattheure.
Et donc, vous avez également une dernière donnée à droite pour l'autoconsommation avec la vente du surplus qu'on n'a pas encore évoqué. C'est que ce type de modèle économique vous permet d'avoir accès à une subvention nationale euh, et donc ce qu'on appelle la prime à l'autoconsommation. Et comme pour le tarif de rachat du surplus, cette subvention, elle est dépendante de la puissance de l'installation. Et par exemple, pour une installation de moins de 3 kg, ça va être de 300 euros par kilowatt crête ou de 30 centimes d'euros par watt crête. Et donc, pour continuer, on va évoquer rapidement le stockage du surplus. Lorsqu'on ne le revend pas, on peut stocker le surplus de production. Donc, il y a aujourd'hui deux solutions qui sont proposées. La première, c'est le stockage du surplus par le biais de batteries physiques. Euh, voilà, ça a des contraintes, des avantages. Les contraintes, c'est des contraintes qui vont être à la fois économiques, techniques et environnementales. Économiques, pourquoi? Parce que les batteries, c'est un coût supplémentaire, généralement assez élevé. C'est un double coût puisque éventuellement, on va devoir les remplacer. Elles ont une durée de vie qui est inférieure généralement aux panneaux photovoltaïques. Et donc, voilà, une durée de vie de l'ordre de 10 ans, forcément, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, il faut éventuellement les remplacer. C'est un coût supplémentaire. On a des contraintes techniques, comme c'est spécifié, le besoin d'un onduleur bidirectionnel, des pertes de transformation de courant. Euh, voilà, et on a des contraintes environnementales avec notamment la raréfaction des matières premières. Bon, ça, c'est vraiment un débat euh, sur ces batteries physiques aujourd'hui. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus, mais voilà, il y a encore certaines contraintes. Ça reste pas omniprésent dans les projets d'installation. Généralement, ce qui est préconisé, c'est plutôt de partir sur de l'autoconsommation, pardon, avec revente du surplus et de voir comment la situation évolue justement par rapport aux batteries. Si les coûts évoluent, si, il y a plus de matériaux, peut-être que la situation économique peut évoluer et donc la rentabilité de votre projet être un peu plus pertinente. Et généralement, les batteries, aujourd'hui, on va les retrouver essentiellement dans des situations, comme on l'a évoqué tout à l'heure, hein, d'autoconsommation totale, donc pour des sites isolés qui sont pas raccordés au réseau. Voilà, c'est pour la grosse majorité des cas, ça va être ici. Et donc, le deuxième type de stockage par les batteries, ça va être par les batteries virtuelles. Et donc, on a Jean-Michel Bersatch avec nous aujourd'hui de Sam Energy qui pourra un peu plus nous en parler. Euh, Effectivement, là aussi, on a des avantages et des contraintes économiques qui peuvent être le besoin de changer de fournisseur d'énergie, puisque ce sont des offres par certains fournisseurs d'énergie, le fait que votre surplus est stocké, mais il faut tout de même s'acquitter des taxes et des contributions lorsqu'il est réacheminé, le fait qu'il y ait un abonnement également à payer pour certains fournisseurs. Et la dernière contrainte économique, ça va être que vous n'êtes pas sur un modèle économique d'autoconsommation avec vente du surplus, et donc vous ne bénéficiez pas, dans ce cas-là, de la prime à l'autoconsommation ou alors de la prime à l'investissement, comme on l'appelle aussi. Les avantages, c'est effectivement que vous allez pouvoir valoriser votre surplus, euh, et donc cette valorisation du surplus, elle va être effectivement de plus en plus pertinente, de plus en plus intéressante au fur et à mesure que le prix de l'électricité va augmenter, sous réserve que les taxes n'augmentent pas aussi vite, en effet. Monsieur Berset, si vous voulez peut-être rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui. La nécessité de changer de fournisseur d'énergie, ça, oui, effectivement, ça peut sembler une contrainte. Aujourd'hui, on a des opérateurs qui nous permettent quand même d'avoir des tarifs, alors pas des tarifs réglementés, mais une indexation sur les tarifs réglementés. C'est-à-dire que sur le contrat en fourniture d'énergie que vous signez avec ces opérateurs, ils s'engagent à conserver l'équivalent d'un tarif réglementé de chez EDF aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est qui est moins une contrainte que ça a pu être à l'époque. Mm, mm, mm. Alors, nous, en batterie virtuelle, on a fait le choix d'utiliser MyLight. C'est un opérateur pour lequel, effectivement, il n'y a aucune taxe contribution sur l'intégralité de ce qu'on récupère du réseau, mais c'est lié à un abonnement qui aujourd'hui est de 15 euros TTC par mois pour un volume de stockage sur le réseau de 100 kilowatts. Est-ce que, juste peut-être, Oui, est-ce que vous pouvez oui. peut-être rappeler le principe, parce qu'on l'a pas trop évoqué, le principe du coup juste des batteries virtuelles, parce que peut-être que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Ok. Batterie virtuelle, on évoque du virtuel dans la mesure où stocker sur le réseau, on ne sait pas faire. Donc, ça va être le cloud de votre ordinateur, c'est-à-dire que généralement, des gens qui sont en activité, en journée, on va, euh, on va générer de la production photovoltaïque, on va en autoconsommer une partie. En règle générale, nous, ce que l'on voit, c'est que quand on a fait 50%, on s'est déjà très bien occupé de son photovoltaïque.
C'est difficile seul d'autoconsommer plus de 50% de la production. On est en règle générale sur des gens en activité autour des 30% et sur des gens qui s'en occupent un peu plus autour des 50%. C'est-à-dire qu'on a 50% de la production photovoltaïque liée à l'investissement que l'on a fait sur cette installation qui ne sont pas optimisés. On ne les consomme pas dans l'habitation, on les injecte sur le réseau et on les vend à EDF. La batterie virtuelle, certains opérateurs nous disent bah, écoutez, tout ce que vous n'arrivez pas à consommer, je le prends. Je vais le fournir à d'autres consommateurs qui en ont besoin au même moment. Quand vous aurez besoin, vous, d'énergie du réseau parce que votre production photovoltaïque n'est plus existante parce qu'il fait nuit, par exemple, ou n'est plus suffisante en journée parce que on a un nuage qui passe ou on a une production pardon, qui n'est pas suffisante au vu de la consommation ponctuelle de la maison, on a besoin du réseau, on ira en priorité chercher ce que l'on a stocké précédemment. Donc, effectivement, avec MyLight, on est sur une batterie virtuelle en temps réel, c'est-à-dire qu'à 10 heures du matin, je suis en train de stocker, à 10h15, je peux très bien être en train de déstocker ce que j'ai stocké un quart d'heure plus tôt. Et cela sans aucune taxe d'acheminement. Euh, ce... Donc, ça reste virtuel puisque physiquement, effectivement, c'est pas stocké sur le réseau. Je ne sais pas si c'est assez clair. Moi, ça me semble clair. Olivier, Après, les gens, s'ils ont des questions, ils les il poseront les et puis poseront dans le... on reviendra à la suite. Mais effectivement, sur ce, je pense, sur ce sur quoi il faut insister, c'est que en batterie virtuelle, en fait, voilà, physiquement, il y a aucune batterie, il y a même, il y a aucun data center, il y a aucun, voilà, il y a pas de stockage physique. C'est bien, en fait, c'est plutôt un comptage, on va dire, de l'électricité en surplus. Ce Oui, comptage, en fait, vous l'avez en réserve, on va dire, ce que vous avez produit en surplus. Physiquement, il va aller chez votre voisin. C'est votre voisin ou le quartier, etc., qui va l'utiliser. Mais il est compté, vous avez un volume disponible et ce volume-là, après, vous pouvez l'utiliser par la suite lorsque vous en avez besoin, le soir notamment. Euh, Modulant, en payant du coup un abonnement avec cette solution. Voilà. exactement. Autre avantage, c'est que l'été, qui est souvent une grosse période de production, avec souvent moins de consommation que l'hiver, hein, c'est ce qu'on voit souvent quand même chez nos clients. L'été, on fait du stock pour l'hiver. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire le choix d'avoir des batteries avec des volumes plus conséquents, moyennant un abonnement plus important, mais pour vous donner un ordre d'idée, une 100 kW, c'est 15 euros, une 1800 kW, c'est 50 euros. On n'est pas Du coup, dans c'est une... des kilowattheures du coup. Mais ouais. Des kilowattheures, oui. Ouais. Alors, il y a une question justement. Bonjour, quel est le montant des taxes ou abonnements pour le stockage virtuel? Aucune. Abonnement, 15 euros par mois pour une 100 kW. Aucune taxe. Voilà, parce qu'en fait, si on élargit un peu les options disponibles pour pour les batteries virtuelles, en Oui. fait, on est soit sur un abonnement, donc là, c'est la solution que vous mettez en œuvre, soit vous payez un abonnement mensuel, dépend, Oui. on va dire, du volume de kilowattheures que vous pouvez stocker. Et là, dans ce cas-là, en fait, vous n'avez pas à payer des taxes pour utiliser l'électricité parce que ces taxes, en fait, l'abonnement, on va dire, remplace les taxes, ou en tout cas, les taxes sont payées via l'abonnement, si je résume. Donc, vous n'avez pas à Elles payer sont ces incluses taxes-là. dedans. Oui. Voilà. Exactement. Et après, il y a d'autres solutions aussi où là, vous n'avez pas d'abonnement. Par contre, vous payez ces taxes-là de l'acheminement du réseau. Et donc, c'est un calcul à faire. Voilà, il faut vérifier que les taxes que vous payez, il faut comparer ce montant-là au montant que vous pourriez valoriser, auquel vous pourriez valoriser ce surplus. Mais en tout cas, c'est un calcul à faire. Mais voilà, donc il y a deux possibilités. Soit vous payez des taxes effectivement, dans le slide, vous indiquez des taxes. Donc, en fait, c'est soit ces taxes-là, effectivement, vous euh, euh, devez les payer lorsque vous utilisez le surplus le soir, par exemple. Soit Exactement. vous payez l'abonnement, un abonnement mensuel dans la solution de My Life System. Et le Exact. montant, je l'ai pas en tête des taxes, mais il me semble que ça doit être autour des 8 centimes. Ouais. Peut-être J'allais que vous dire 9 Régis centimes. ou vous. Ouais. Régis, je sais pas si tu as une info plus précise sur ça. Je sais pas s'il peut Ah, ouais, il arrive peut-être très vite.
activer son micro, peut-être que je Non, vais j'ai pas, l'activer. non, 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 j'ai c'est bon. pas les Ok, chiffres il me actuels. semble que Ça c'est bouge tellement que entre... Ouais, j'arrive c'est plus à ça. suivre. Mais on va dire que ça va être entre 6 et 10 centimes, je pense, selon la période, on va dire. Ouais, ouais, Mais Oui, en ordre de grandeur, on va être à peu près en moyenne peut-être à 8, 9 centimes d'euros par kilowattheure utilisé. c'est ça. C'est ce qui me Ouais, semble. Ouais, ouais. oui, Voilà. Très bien. Je vous propose Euh, de continuer rapidement la présentation et qu'on revienne sur les questions Pas de souci. par la suite, si ça vous va. ça Vas-y, va. ouais. Allez, parfait. Je te laisse juste passer le slide, Olivier. Donc, on va passer juste sur un cas pratique. Donc, on a quelques images, notamment de production, etc. Et derrière, Régis Isambert viendra nous présenter son expérience personnelle sur son projet, sur son installation et sur ses retours. Donc là, vous avez à l'écran tout simplement des images d'une pose de panneau en surimposition à droite et à gauche d'un onduleur central. Donc là, en l'occurrence, est écrit comme couplé à des optimiseurs de puissance qui sont vraisemblablement au dos des panneaux. Voilà, vous aurez l'occasion de revoir ces images. On peut voir ici, pour une station de référence à Toulon, les irradiations mensuelles. Et comme Olivier va pouvoir nous le montrer sur la slide suivante, on va pouvoir voir que la production, voilà, la production mensuelle va fortement varier, hein, tout simplement entre les mois d'hiver et les mois d'été. On peut le constater à l'écran, la production, par exemple, d'un mois de juillet où elle est à son top, va être ici au-dessus de 500 kWh. Et à l'inverse, en janvier, on va à peine toucher les 150, 160. Donc, on a réellement une différence de production entre les différents mois qui est à prendre en compte. Et comme le disait M. Berset tout à l'heure, effectivement, en été, si vous mettez une installation et que vous avez très peu de consommation d'appareils électriques qui vont venir consommer l'électricité pour votre foyer, il faut trouver un moyen de stocker le surplus si vous ne souhaitez pas le vendre. Et ça passe par des batteries ou des batteries virtuelles. Mais voilà, à prendre en considération lorsqu'on met une installation photovoltaïque, la consommation que vous avez, notamment l'été, est importante pour qu'elle puisse être, voilà, pour que la production puisse être optimisée de la meilleure manière possible. Non, la suivante. Ouais, je sais, juste un petit commentaire sur irradiation, Oui, parce que parfois on parle de rendement des panneaux, etc. Donc c'est là en fait qu'on peut voir le rendement des panneaux, puisque l'irradiation, donc en gros c'est la quantité d'énergie qui va arriver sur les panneaux. On est autour des 1600 kWh par mètre carré par an là dans ça. Et un panneau, ça va produire dans les, on va dire 300 kWh par mètre carré. Donc ça, c'est la production d'un panneau. Et donc, on a à peu près, on va dire, entre 15 et 20%. Donc c'est ça, il y a 1600 qui arrivent sur le panneau, et au final, le panneau, il en sort 300. Donc il y a à peu près 15-20% de rendement. Le panneau arrive à transformer 15 à 20% de l'énergie qui arrive en énergie utilisable. Voilà, c'était juste un petit commentaire sur ça. merci. Hop. Voilà, donc un autre graphique, tout simplement, ici, qui vous présente la production année par année, parce qu'effectivement, les panneaux photovoltaïques, c'est comme n'importe quel appareil, hein, finalement, ils vieillissent, pardon. Et donc, on peut voir sur le graphique et sur les tableaux aussi dessous, la perte de production que vous allez avoir par panneau, euh, qui est minime, hein, qui est de l'ordre de combien? De 0,5% par an, je crois, si je ne me trompe pas. Peut-être corrigez-moi hein, si jamais je dis une erreur dans les chiffres, mais voilà, qui est à prendre en considération, les panneaux vieillissent, et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des garanties de performance, comme on l'a évoqué tout à l'heure, sur cette production-là. Monsieur Berset, vous vouliez compléter? J'ai vu que vous Oui, aviez allumé pardon. le micro. Excusez-moi. On est souvent à 0,4% Zéro virgule quatre, d'accord. d'adaptation linéaire sur 25 ou 30 ans, suivant les produits. Ok, très bien. Bon, mais je ne sais pas si loin, 0,5, plutôt 0,4 du coup Non, dans non, la tout à fait. réalité. Ouais. Très bien, parfait. Olivier, si on peut continuer sur la slide suivante. Euh, Alors là, on a un bilan production autoconsommation. Donc, vous voyez une production ici de 4069 pardon, kWh, des besoins d'environ 10 000 kWh, et on voit donc la part d'autoconsommation et la part de ce qu'on appelle l'autoproduction. Ici, la production de l'installation, elle va permettre d'avoir, entre guillemets, une autonomie de 26% par rapport aux besoins de ce foyer. Et donc, ça veut dire que tout le reste, le reste des kilowattheures de votre consommation annuelle seront à utiliser directement via le réseau. Donc, vous consommeriez directement via le réseau. Et pour ce cas particulier, euh,
on voit qu'on utilise 64,5% de la production de votre installation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le reste, donc les 35,5% restants qui sont du surplus. Et donc ce surplus qu'il faut que vous allez soit revendre sur le réseau au tarif de rachat selon la taille de votre installation, soit stocké donc via des batteries physiques ou via des batteries virtuelles, comme évoqué. Et donc, une dernière slide rapidement pour présenter un petit peu on va dire la marche à suivre finalement dans un projet photovoltaïque. Alors aujourd'hui, c'est écrit Espace Info Énergie à gauche pour le choix technique. Aujourd'hui, c'est l'espace conseil France Rénov. On a changé de nom. Mais effectivement, donc, au début, ça va être le choix de l'installation, le choix de l'installateur, le choix des devis finalement. Ensuite, vous allez passer par la case financement, assurance. Financement, bon, comme on l'a vu, pour les installations en autoconsommation avec vente du surplus, vous avez le droit à une prime à l'autoconsommation qui est dépendante de la puissance que vous mettez en place. Ensuite, vous pouvez très bien voir avec votre banque pour obtenir des crédits. Et puis, donc forcément, une assurance, responsabilité civile et dommages aux biens. Par la suite, on passe par la case permis de construire à obtenir avec la déclaration préalable. Euh, on passe par la demande de raccordement, les travaux et donc le contrat d'achat si vous en avez un. Donc que ce soit pour le rachat du surplus ou pour le rachat de l'intégralité de la production si c'est une installation en vente totale. Je passe rapidement là-dessus, on pourra revenir dessus de toute façon si vous le souhaitez. La vidéo, comme on l'a dit, sera en ligne, vous aurez donc accès à nouveau à ces slides. Peut-être du coup si Régis veut présenter un peu son installation et ses caractéristiques, ses particularités, et voilà. Oui, bonsoir à tous. Alors, moi, je suis un particulier déjà producteur depuis 2009 avec une installation de 3 kW crête sur mon toit en vente totale. Parce qu'à l'époque, on ne se posait pas la question, à 60 centimes le taux d'achat du kilowattheure, on vendait tout. En 2016, j'en ai rajouté euh, en partie pour ma consommation personnelle directement. Et vu les résultats, évidemment, j'en ai rajouté encore un peu par la suite pour couvrir un maximum de mes besoins dans la journée. Et en plus, pour optimiser tout ça, j'ai rajouté un routeur. C'est un petit appareil qui vous permet d'analyser votre production, votre consommation et de diriger votre surplus sur un appareil résistif comme votre chauffe-eau. Voilà, ça permet d'optimiser et ça fonctionne tout seul. Donc, il y a de plus en plus de gens qui se dirigent même sur l'autoconsommation, parce que vous pouvez faire vous-même une toute petite installation pour faire baisser vos factures. C'est direct et efficace. Et pour les plus gros projets, je pense qu'il vaut mieux se diriger sur la vente de surplus pour optimiser au maximum, parce que la vente de surplus, surtout, vous permet d'installer plus de puissance pour faire plus d'économies surtout l'hiver, et de valoriser votre surplus que vous aurez surtout l'été. Bien sûr, en raisonnant comme avec les heures creuses, il faut décaler vos consommateurs les uns après les autres dans la journée pour optimiser au maximum votre consommation sur votre production. Et c'est des solutions très très simples et de plus en plus efficaces. Le tout, c'est voilà, de prendre certaines précautions, de payer le juste prix, de faire une petite étude en faisant deux, trois devis, pas la peine d'en faire une dizaine, mais en sélectionnant un peu un installateur autour de vous, principalement. Ne jamais rien signer sur une foire, parce que sur une foire, c'est des commandes fermes. Et c'est très difficile de s'en sortir. On y arrive, hein, mais c'est très difficile de s'en sortir. Et de voir que finalement, le photovoltaïque, surtout dans notre région, c'est très efficace. Et vu l'augmentation des factures, c'est très économique. Merci. Merci Est-ce que Régis. peut-être une question pour Régis, et après on posera la même question à Monsieur Bersache aussi. Euh, Est-ce qu'il y a eu des freins, est-ce qu'il y a eu des problèmes dans votre installation, et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez? Quels sont les points de vigilance à avoir? Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux gens qui s'interrogent aujourd'hui sur la possibilité d'installer chez eux leur... Alors, en fait, c'est la conjoncture actuelle et la flambée des factures qui fait que tout le monde se jette sur le photovoltaïque.
Les recommandations, c'est de bien réfléchir et de bien étudier les besoins. Parce que pour certaines personnes, un ou deux panneaux, ça peut être largement suffisant. Pour d'autres, avec une piscine où on se dirige de plus en plus sur le véhicule électrique, ça peut être beaucoup plus intéressant de mettre beaucoup plus de puissance. La plupart des gens, en fait, actuellement, testent avec ce qu'on appelle les kits plug-and-play qu'on trouve maintenant en supermarché. Là aussi, ben, il faut faire attention parce on voit passer tout et n'importe quoi. Euh, c'est à la portée de tout le monde, ça se branche sur une prise, mais il y a quand même des précautions et les vendeurs ne sont pas forcément euh, là pour donner vraiment toutes les recommandations adaptées comme un professionnel spécialisé du sujet. Mais j'invite, enfin, petit à petit, tout le monde va y venir de plus en plus vite et la solution, c'est de s'y mettre le plus vite possible, quoi. Ok. Moi, j'avais Monsieur. Ouais, vas-y, vas-y. pardon, je commente juste, j'avais une question aussi, je pense, qui est intéressante pour la plupart des gens. C'est que dans votre cas, Régis, donc vous avez commencé par une installation en vente totale, puisque les tarifs de rachat étaient beaucoup plus élevés, et donc c'était beaucoup plus intéressant à l'époque. Et ensuite, vous avez rajouté donc une deuxième installation pour votre consommation personnelle, c'est ça, hein? C'est ça, j'ai posé quatre panneaux. À l'époque, c'était des 230 watts crête. Alors, D'accord. pour ceux qui veulent, ils peuvent aller voir sur le site bdpv.fr et vous avez toutes les informations Super. sur les productions. Et avec mon pseudo Régismu ou Régismu Autoconso, vous aurez toutes les infos sur mes deux installations avec les productions et les... Et sur cette deuxième installation, du coup, est-ce qu'elle a été faite en autoconsommation avec vente du surplus? Est-ce elle est raccordée à un contrat ou est-ce Ah qu'elle a non, été faite en non, non, non. complètement total? Au départ, j'ai mis quatre panneaux. C'est moi qui les monté en faisant les formalités indispensables, en la faisant dans les normes, mais c'est moi qui les monté. Et on parlait pas de vente de surplus encore à l'époque. D'accord, Voilà. ok. Mais c'est vrai Est-ce que, qu'après, j'en ai rajouté. parce qu'une fois qu'elle est mise en place, l'installation, vous pouvez pas changer rajouter un contrat dessus. Alors, le contrat, si je pourrais passer en batterie virtuelle ou en Mhm, vente de surplus avec un, un autre acheteur que EDF-OA. Mais pour EDF-OA, les règles sont telles que pour le moment, il faut que l'installation n'ait jamais produit pour avoir droit à l'obligation d'achat. Entre autres règles à respecter, de passer par un pro RGE, de faire ça sur un toit ou en brise-soleil. Voilà, il faut. Mais là, au niveau autoconsommation pure, un particulier peut très bien se mettre un, deux, trois panneaux sur une prise même, mhm. euh, normaliser tout ça en respectant certaines règles et voir le résultat obtenu. Et tout à l'heure, on parlait d'installation à poser au sol. À lesté, n'oubliez pas que chez nous, on a le Mistral, il y a quelqu'un qui en a parlé tout à l'heure. Il faut quand même que ce soit bien fixé pour éviter de retrouver votre panneau chez le voisin. Voilà, ça fait Euh, partie d'un minimum de règles ouais. parce que c'est arrivé. Du coup, peut-être un peu la même question à Monsieur Persach. Un peu quels sont un peu les points de vigilance que vous préconisez aux clients et peut-être aussi répondre à la question par rapport aux kits. Quel est votre avis un peu sur les kits un peu photovoltaïques qu'on peut trouver? À quoi il faut faire attention, etc. sur ces questions-là. Alors, les kits photovoltaïques qu'on trouve sur le marché branchés sur des prises, je partage l'avis de, du monsieur qui s'est installé lui-même. Malheureusement, il y a des préconisations de sécurité à installer sur ces prises et c'est pas fait, les gens sont pas renseignés et je pense que dans peu de temps, on verra de gros soucis sur ces équipements-là, sur une partie en tout cas. Ensuite, le besoin, il est complètement lié à l'attente de chacun. C'est qu'est-ce que j'attends du photovoltaïque, hein. Est-ce que je veux
supprimer 10%, 50%, 90% de ma consommation réseau d'aujourd'hui. Il y a cette première attente. On a souvent des clients qui attendent du photovoltaïque, du confort, parce qu'aujourd'hui, ils ont des consos faibles, trop importantes pour eux, mais parce qu'ils y font très attention et qu'ils se font la guerre dans la maison, parce que ça devient insupportable au niveau économique. Et du coup, du photovoltaïque, des fois, on attend un peu de confort et un peu plus de souplesse dans le foyer. Après, il y a les tarifs, il y a les tarifs du marché, hein, qu'on n'a pas de mal à trouver. Quand c'est trop cher, attention, c'est pas toujours justifié. Et quand ça l'est pas du tout, attention aussi parce qu'on l'a connu dans les années 2009 où on a eu le boom de cette vente totale où on avait des bouchers 15 jours plus tôt qui posaient des installations sur des toitures 15 jours après. Voilà, parce qu'il y avait un gros boom du photovoltaïque et on s'invente installateur photovoltaïque. C'est un métier, c'est un vrai métier, avec des garanties, avec des assurances, avec des certifications. Se faire accompagner d'un professionnel, ça a un coût, mais c'est bien souvent bien plus sécurisant pour votre habitation. Après, la pose soi-même sur des toutes petites installations en autoconso, oui, oui, oui. Rien contre, hein, au contraire, hein, la démocratisation du photovoltaïque, c'est une bonne chose. On nous pousse au tout électrique, on va être de plus en plus consommateur d'électricité. Euh, les réseaux existants aujourd'hui ne seront pas capables de supporter toutes ces améliorations et toutes ces évolutions en consommation. Donc il va y avoir de gros investissements à faire sur les réseaux pour entretenir une partie du réseau et développer une autre partie du réseau. Parce que demain, on ne sera pas capable d'alimenter tout le monde avec les besoins qui arrivent. Le photovoltaïque est une alternative intéressante. Et merci. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. Du coup, on va essayer de les traiter. Alors, bah, justement, vous en avez un petit peu parlé dans votre intervention sur ça dépend du besoin, ce qu'on veut faire, etc. Donc, chez moi, il y a la question. Alors, on a souvent cette question, nous, en tant que conseiller, et je pense que vous aussi, vous devez l'avoir. Donc, c'est quel est le coût d'investissement pour une autonomie complète, entre parenthèses, résiliation du contrat EDF pour une maison de 100 mètres carrés bien isolée? Alors, 100 mètres carrés, on va avoir des clients qui, sur un 100 mètres carrés, vont consommer 5000 kilowatts et je vais avoir un autre client qui va en consommer 10 000. Donc, Ouais. c'est purement lié à la consommation. Euh, si vous faites le choix de l'autonomie totale, on n'aura pas le choix que de passer par de la batterie physique. Avec une batterie virtuelle, on va être entre 85 et 95% de suppression. Ouais, c'est ça. Mais donc, ce qu'on peut dire en complément, c'est que l'autonomie, ça engendre des coûts très, très importants d'investissement. Enfin, en tout Oui, cas, très importants, avec les batteries et avec des optimisations, des choses qui font que c'est rarement une solution optimisée au niveau économique. L'autonomie, c'est vraiment lorsqu'on n'est pas raccordé au réseau ou lorsque... voilà. Mais il faut savoir que si on veut vraiment une autonomie complète, ça va coûter très, très cher. ça coûte très cher. C'est des systèmes qui ne seront pas pérennes dans le temps. Donc, à un moment, il faudra qu'on le renouvelle, une partie de l'investissement au moins. Et on n'est pas dans des situations aujourd'hui. On a eu beaucoup de demandes quand on nous a annoncé avoir attention, risque de coupure sur l'hiver. Donc là, effectivement, nous aussi, on a eu beaucoup de demandes de choses. Franchement, c'est pas d'actualité aujourd'hui. Si réellement demain on avait beaucoup de coupures, la question serait peut-être un peu plus pertinente. Mais aujourd'hui, dans la situation que l'on a, cette recherche d'autonomie a un coût qui n'est pas justifié. Ok. Alors, autre question. Bonjour, personnellement, j'ai du mal à savoir à quelle utilisation correspond 100 kWh, à quel appareil, pendant combien de temps? Alors, 100 kWh, la consommation moyenne nocturne en France, c'est
5 kWh. Donc, en fait, notre batterie de 100 kWh est faite principalement pour vous alimenter en partie nocturne quand on n'a plus de production photovoltaïque, hein. Donc, voilà, si ça peut vous donner une info. Après, 100 kWh, c'est 100 000 watts. Donc, un appareil qui consomme 1000 watts pendant 100 heures. C'est ça, ouais. En fait, le kilowattheure, donc c'est bien, en fait, pour, sûrement, peut-être vous le savez, je sais pas, mais je préfère le préciser parce que parfois c'est pas toujours clair. Pour avoir une quantité en kilowattheure, donc c'est des kilowatts fois des heures. Donc il faut prendre la Oui, puissance de l'équipement et le multiplier par des heures. Si vous avez, par exemple, un radiateur électrique de 2000 watts, donc de 2 kilowattheures, vous le oui, laissez allumer pendant 10 heures, pendant la journée en hiver ou en été, et bien ça va consommer 10 heures fois 2 kilowattheures, donc 20 kilowattheures. c'est ça. Donc ça c'est bon. Donc ça vous y avez répondu par rapport au coût. Le stockage, ça aussi vous y avez répondu. Donc effectivement, quand c'est 15 euros pour 100 kWh, c'est le plafond du stock. Oui, peut-être une question sur les 100 kWh de stockage parce que parfois c'est pas très clair. Euh, Ce plafond, c'est en instantané ou c'est en cumulé, on va dire, sur le mois, sur l'année, est-ce que vous Alors, pouvez expliquer? ouais, c'est en instantané. C'est-à-dire que potentiellement, vous auriez une très grosse installation photovoltaïque avec un site très consommateur. Vous allez pouvoir stocker 100 kilowatts tous les jours et déstocker 100 kilowatts tous les jours. Donc, un volume stocké potentiel avec une batterie de 100 kilowatts sur un mois complet, on pourrait stocker 30 000 kilowatts, Ok, je pense que c'est clair. 3000 kilowatts, pardon. Si tu as ton question, il Euh, pourra le passer. Tac. Donc ça, c'est bon. Oui, la batterie virtuelle n'est jamais remise à zéro. ok. Peut-être une question pour Régis, parce que je crois qu'il en a plus ou moins parlé, ou enfin, ouais. Ouais. Vaut-il mieux des panneaux avec garantie chinoise ou française? Ah, Alors, ah, ah. Là, c'est le professionnel qui devrait répondre Ah plutôt bah que moi. alors monsieur, Bah, ouais, par chauvinisme, je dirais au top. français, à savoir que nos fabricants vont construire à l'étranger aussi. Et actuellement en France, s'il n'y a pas d'erreur, on ne fait plus que de l'assemblage. Euh, exact. voilà. Donc, C'est le on a, marché qui fait que. voilà, enfin, dans quasi tous les panneaux aujourd'hui, enfin, la plupart viennent de Chine, ou au moins les produits viennent de Chine et sont assemblés en France pour une partie. On a une usine qui arrive, qui devrait faire de la production complète, y compris de cellules, et À force. l'intégralité du panneau à Fos, voilà. Bon, elle n'est pas sortie de terre encore aujourd'hui, hein, donc On l'espère, mais bon. voilà. On l'espère. Après, ça aura un coût, forcément. Donc aujourd'hui, euh, garantie française, c'est une assurance. Nous, on travaille avec un fabricant donc qui fait de l'assemblage en France, euh, mais qui par précaution, cotise à des fonds de pension pour nous garantir aujourd'hui que demain, même si lui n'existe plus, ces garanties seront poursuivies. Quand je vais acheter un panneau en Chine, ces garanties-là, je ne les aurai pas. Voilà, donc après, on a de très bons panneaux chinois qui arrivent en France et à installer, hein. Technologiquement, ils maîtrisent, hein. Donc après, c'est souvent lié au coût aussi, hein. Ok. Alors, il y a une question d'Émilie. Quand on se chauffe au bois, est-ce que finalement ce serait recommandé de partir sur de la vente totale? Parce que c'est quand même le chauffage qui consomme le plus sur une facture d'électricité? Non. Donc, alors, le problème principal du photovoltaïque, vous l'avez montré tout à l'heure sur vos courbes, euh, dans plus de la majorité des cas, on a une consommation inversée à la production. C'est-à-dire qu'on a généralement moins de consommation sur la partie estivale Festival. que l'on a sur la partie hivernale. Alors, on produit au moment où on ne consomme pas et on consomme au moment où on produit le moins.
On pallie à ça avec la batterie virtuelle, mais ça ne fait pas des miracles. Si cette dame se chauffe au bois et que l'été, elle n'a pas une piscine ou de la climatisation et qu'elle n'a pas une consommation estivale, elle aura peut-être intérêt à aller vers de la revente de surplus pour ne rien perdre et optimiser son installation photovoltaïque. Le vrai Peut-être, intérêt, c'est d'avoir besoin de cette production sur la partie hivernale. Si on n'en a pas besoin, aucun intérêt d'aller décaler cette production sur l'hiver. Donc, aucun intérêt d'aller payer un abonnement, autant le valoriser avec de la revente. et peut-être comme l'a fait Régis, coupler ça avec un routeur vers le chauffe-eau pour optimiser le surplus, Exactement. hein, en plus de la revente. Si pour peu Exactement. que cette dame ait un chauffe-eau électrique. Ok. Alors je vois que Bastien t'a répondu à la question par rapport au coût. Donc effectivement, le coût d'une installation de 3 kilowatts crête, bon, peut dépendre de différents critères, mais on va être à peu près effectivement dans cette fourchette de prix entre 8 et 9, 10 000 euros selon c'est une estimation, on va dire, ça, dans cet ordre de grandeur-là. Mm. Euh, en passant par un professionnel, hein, avec une installation voilà, fournie, posée par un professionnel qualifié. Vas-y. Non, on peut peut-être justement, vu qu'on a Monsieur Berset avec nous, lui demander un exemple type d'installation qui poserait. Alors si on prend, parce que vous proposez de toute façon des installations en autoconsommation avec vente de surplus également, j'imagine. Oui, Euh, donc par rapport à un cas concret, ou même une installation de 3 kilowatts crête, on va dire, pour aller jusqu'au plafond, au premier plafond. oui. En termes de matériel et de prix, pour donner un exemple aux gens, on serait sur quoi? Alors, un 3 kilowatts en revente, on va être à 7 000 € avec panneaux bivers, bifacial, 500 watts hétérojonction, donc les dernières générations de panneaux. Micro-onduleur en phase IQ8P, coffret AC, enfin une installation classique. Dans ce tarif, il y a de compris évidemment toutes les démarches administratives, déclaration préalable en mairie, consuel et raccordement à Enedis, jusqu'à la génération du contrat qui est ensuite la déclaration S21 que l'on fournit au client et ensuite c'est lui qui génère son contrat avec EDF-OA. Pour la batterie virtuelle, pour un 3 kg, on va être à 9 000 € avec les mêmes produits panneaux, garantie 30 ans, produits et production, assemblés en France avec une partie de la production, les cellules entre autres qui viennent de Corée. Bien Mais, sûr. euh, mais voilà. Ok, très bien. Olivier, pardon, du coup, on... Ouais, on va essayer, comme il y a beaucoup de questions. Donc, sur la partie aide financière, effectivement, il n'y a qu'une seule aide financière qui est dans le cadre où on fait de l'autoconsommation avec vente du surplus, qui va représenter, on va dire, à peu près 10% de l'installation pour être plus simple. Puisque après, ça dépend de la puissance, ça dépend aussi de la période où vous l'installez, ça change un peu tout le temps, mais en gros, on va dire que ça représente à peu près 10% de l'installation. Euh, donc ça, on y a répondu. Est-ce vrai que les onduleurs quasi-sinus peuvent endommager les appareils électriques, contrairement aux onduleurs pur sinus, comme j'ai pu le lire sur un forum photovoltaïque? Est-ce que Régis ou Monsieur Berch, est-ce que ça avait des éléments pour Ah, cette non, question-là? là, je botte en touche. Euh, On entend tout et n'importe quoi sur Internet, donc il faudrait vraiment voir le cas avec le matériel. Hmm. euh, à partir du moment où le matériel est aux normes françaises, il est censé être apte à l'utilisation, quoi. Mais il ne faut pas acheter son matériel sur Alibaba, comme je le vois beaucoup, hein. Hmm. Ouais, nous, Monsieur Espagne, j'ai pas d'éléments à vous communiquer sur ça, je sais pas. Euh, Alors, justement, une question qu'on a aussi parfois. Les anciens compteurs EDF sont-ils compatibles avec la batterie virtuelle? Nous ne sommes pas encore passés au Linky. Et j'ai élargi la question, est-ce qu'ils sont compatibles avec une installation en autoconsommation? Euh, alors, ils sont compatibles avec une installation en autoconsommation. Ça dépend desquels.
les anciens roulettes, normalement aujourd'hui, pour faire de la revente de surplus, vous devez avoir un compteur Linky. Mm, mm, mm. Donc, sinon, si vous êtes en autoconsommation totale sans injection réseau, vous pouvez avoir un autre compteur, mais vous devez faire une installation conforme qui ne fait aucune réinjection possible vers le réseau. Pour la batterie virtuelle, vous devez avoir le Linky. C'est-à-dire qu'il y a un comptage de fait par votre boîtier qui est installé et qui vous remonte les informations sur l'application. Les données qui font foi sont celles d'Enedis relevées par le compteur Linky, que ce soit pour la consommation réseau ou pour le stockage que vous avez fait en injection réseau. Donc de toute façon, ce qui fait foi, c'est le relevé du compteur Linky. Donc vous devez avoir une Linky. Ok, très bien, c'est clair. Alors, il y a des questions qui sont répondues. Quelles sont les normes à demander lorsque les panneaux proviennent hors de l'Union européenne? Quelles sont les normes à demander? Ouais, Normalement, il doit avoir les normes européennes, hein. À un moment, même si vous l'avez acheté ailleurs, il doit avoir des certifications. ok. Quelle est la garantie légale sur les panneaux et l'installation? Alors, normalement, aujourd'hui, tout ce que vous voyez en garantie 30 ans ne peut être que de l'assemblage Union européenne. C'est-à-dire que tout ce qui est assemblé en dehors de l'Union européenne ne pourra pas afficher des garanties de 30 ans. Et aujourd'hui, on a des garanties production à 30 ans sur des produits assemblés Union européenne. Parfait. Euh, donc ça a été Et sur... répondu. oh, Vas-y. pardon, je complète. Oui, pardon. Soyez très vigilants. J'ai beaucoup de mal avec des garanties produits et production qui sont différentes. On en voit beaucoup sur le marché où vous allez avoir un 30 ans en produit et un 20 ans en production. Le jour où il y a une défaillance, qu'est-ce qu'on met en cause? Parce que généralement, c'est une perte de production, mais est-ce qu'elle est liée à la garantie du produit ou à la garantie de la production? Donc, choisissez plutôt des panneaux avec des garanties équivalentes. Acceptez l'idée peut-être d'acheter un panneau moins cher, d'avoir des garanties de 20 ans, et vous avez un 20 ans produit et production, ou des panneaux d'autres qualités, mais avec des garanties, mais plutôt des garanties équivalentes en produit et en production. Au moins, il n'y a pas de litige sur les garanties le jour où il faut les activer. D'accord. Et sur l'installation, du coup, pour compléter la question, parce qu'il parlait de garantie sur les panneaux et il parlait de garantie également sur l'installation. D'accord. Ben Euh, là, c'est la garantie décennale. Tout Donc, à fait. à partir du moment où vous le faites faire par un installateur. Quand vous faites votre installation vous-même, vous en assumez les conséquences, il y en a. Et donc là, on est sur une garantie décennale, donc une garantie de 10 ans, hein, c'est ça, Garantie des 10 assumée, ans. Oui. assumée par l'installateur. Très bien. Alors, les questions qui ont été répondues par Régis ou par nous dans le chat, je vais pas les prendre parce qu'il y en a beaucoup. Une question qui n'a pas été répondue, c'est par rapport au nettoyage de l'entretien. Est-ce que ça nécessite un entretien particulier? Type nettoyage dû à une pluie sableuse comme aujourd'hui, précise Émilie. Euh, alors, nous, notre expérience, hein, les essais que l'on a fait, on a eu des installations où on a entretenu des panneaux une fois par an, deux fois par an, pas du tout. Et on a fait les comparaisons de production. Même chez nous, avec nos pluies de sable, le pollen au printemps, euh, l'écart de production aujourd'hui avec les nouvelles générations de panneaux est tellement faible qu'il justifie absolument pas de prendre le risque de mettre une échelle et de monter sur un toit avec un tuyau d'eau. Donc si les panneaux sont accessibles, y mettre un petit coup de temps en temps, ça leur fera pas de mal, ou faire travailler un prestataire, mais ça vaut vraiment pas le coup de prendre le risque de monter sur un toit avec une échelle. L'écart de production est franchement minime. Parfait, c'est aussi les retours qu'on avait nous, donc je pense que c'est clair. Et donc, de toute façon, Euh, en termes d'entretien, de toute façon, c'est essentiellement à l'eau, hein. Si entretien il y a, c'est de l'eau, pas de produits chimiques, pas de Karcher. Alors nous, ce qu'on préconise à nos clients, c'est de l'entretien à l'eau, de l'eau déminéralisée.
Si on n'a pas de l'eau déminéralisée, il faut absolument rincer les panneaux, c'est-à-dire avec une raclette, avec un chiffon. Enfin, il faut absolument pas qu'on ait de risque de cristaux qui restent sur les panneaux et qui nous modifient la pénétration des photons, qui aurait Mhm. peut-être un effet encore plus néfaste que d'avoir laissé la pluie de sable ou le pollen. Et surtout, ne pas frotter. Ne pas frotter, ne pas risquer de rayer le verre et du coup, encore une fois, de modifier la pénétration des photons et d'avoir une production qui pourrait être impactée plus fortement. Parfait. Parfait. Merci. Alors, il y avait une question aussi pour vous sur, Monsieur Persech, pourquoi une différence de prix entre une installation en revente et une en batterie virtuelle? Parce que l'installation en batterie virtuelle nécessite un coffret spécifique avec un compteur à l'intérieur. Euh, Nous, hein, dans nos installations en batterie virtuelle, on installe d'office un gestionnaire, donc un module qui va gérer le ballon d'eau chaude, qui est connecté avec une clé 3G à un référentiel météorologique et qui nous donne les infos de météo. Et ce gestionnaire choisit à quel moment il met en route le ballon en fonction de la production photovoltaïque constatée et à venir. Donc cet ensemble fait que on a une installation un petit peu plus chère et techniquement c'est un peu plus lourd à installer. On a Ok. besoin de compétences supérieures. L'installateur qui est habitué à faire juste des installations avec des coffrets AC et de la revente aura du mal à faire de l'installation avec des coffrets pour de la batterie virtuelle, sans un minimum de formation. Parfait. Euh, Quel est le prix des batteries virtuelles? Ça, on y a répondu. Il n'y a pas de prix pour les batteries. Enfin, il y a un abonnement en fait à payer selon Oui. le volume de kilowattheures Et, que vous choisissez. Donc selon votre et- installation. Allez-y, ouais, pardon. pardon. Et il y a aujourd'hui, il y a principalement trois opérateurs hein, batterie virtuelle. Donc il Hmm. y a MyLight, il y a JPME et Urban Solar. Donc il faut pas que les gens hésitent à faire les comparatifs des trois, hein. Le, le Urban Solar modifie pas mal ses critères. Nous, on ne l'avait pas choisi parce qu'à un moment, ils étaient déjà hors tarif réglementé avec des tarifs. Quand on avait besoin d'une dépendance réseau, c'était des tarifs assez, assez hors normes. Et surtout, on ne pouvait déstocker que sur des périodes d'heures creuses. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le choix du moment où on pouvait utiliser notre stockage. Et JPME, pareil, sur les dernières années, là, ça change pas mal sur leurs conditions de stockage, de déstockage, de conditions tarifaires. Donc, à regarder chacun hein, ce qu'il en attend. Après, nous, nous, on fait le choix, parce qu'aujourd'hui, du photovoltaïque, faire une installation photovoltaïque pour faire de l'autoconsommation pure, n'importe qui va pouvoir le faire à peu près. Que ce soit un particulier qui va s'installer quatre panneaux, ou qui va s'installer des panneaux branchés sur des prises, ou qui va prendre un artisan pour installer des panneaux purement en autoconsommation, tout le monde va à peu près arriver à le faire. Il faut vraiment que les gens fassent attention à la gestion du surplus de l'autoconsommation. Parce que la vraie plus-value et le vrai amortissement de votre installation, vous le ferez en valorisant ce surplus. En le vendant à 13 centimes, ça va être compliqué. En le consommant dans votre maison, vous verrez que vous aurez des retours sur investissement qui seront quand même plus rapides. J'étais un peu long, pardon. Non, non, c'est parfait, je pense. Je pense que la majorité des questions ont soit été répondues à l'oral, soit été répondues dans le chat. De toute façon, le chat est enregistré. Donc, si jamais après il y a des questions, alors je vois qu'il y en a une dernière. Si jamais il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu, on va tout reprendre et on vous enverra un mail à tous les inscrits avec le lien pour le replay Webinaire. Hmm. et on donnera des éléments de réponse pour les questions sur lesquelles on n'aurait pas apporté une réponse. Donc, Lionel demande quel est votre retour d'expérience sur la durée d'amortissement du coût d'installation suivant les scénarios.
J'ai juste Alors, répondu entre 7 et 8 ans et M. Bersech, ouais, est-ce que vous pouvez ouais, répondre? ouais, complètement d'accord. On est sur 7-8 ans, 6-8 ans. Voilà. Mais 7-8 ans, c'est complètement cohérent. Et si vous avez des retours sur investissement sur 7-8 ans, c'est que votre installation est correcte et que vous l'avez sûrement acheté au bon prix. C'est ça, mais pour avoir ce temps de retour, il y a quand même plusieurs conditions. Il faut déjà payer l'installation à un prix correct. Il Oui, faut que l'installation soit dimensionnée correctement aussi, c'est ce dont on a parlé tout au long de la Mm, présentation. Donc, mm, mm. vous n'ayez pas mis trop de panneaux parce que c'est sûr que si vous avez très peu de consommation et que vous couvrez votre toiture de panneaux, ça risque d'être plus long. Vous allez produire beaucoup, mais ce surplus, il va être difficile à valoriser. Donc, il y a cette question-là de exactement. dimensionnement. Et puis aussi, il y a aussi une question d'adaptation de sa consommation. Aujourd'hui, on a l'habitude de parler en heure pleine, heure creuse, on fait fonctionner en heure pleine, heure creuse. Avec une installation photovoltaïque, il faut surtout fonctionner en heure solaire et en heure non solaire. Donc voilà, si on arrive à payer l'installation à un bon prix, à avoir un dimensionnement correct par l'entreprise et à adapter un peu ses consommations électriques en fonction de sa production, voilà, à ces conditions-là, on arrive à avoir cet temps de retour sur investissement. Par contre, si on n'a pas ces conditions-là requises, ça sera plus long. Et donc, c'est tout l'objectif de contacter aussi des structures comme la nôtre, qui sont neutres et qui peuvent vous permettre de vous aider à, à comparer et à vérifier un peu les devis qui vous sont proposés pour que vous puissiez choisir les options les plus intéressantes pour vous et que vous ayez ces temps de retour sur investissement. Tout à fait. Euh, alors, on va prendre encore les deux dernières questions. Après, je suis désolé, mais on va devoir s'arrêter. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter après par la suite ou à contacter aussi les entreprises euh, on vous donne aussi des listes d'entreprises qui sont référencées chez nous, donc vous pouvez nous contacter par rapport à des questions, par rapport à pour accéder à des annuaires d'entreprise. Mais là, du coup, après, ça va être, je vais prendre les deux dernières questions. Savez-vous Ouais. pourquoi le 6 département, il est noté que la prime Provence Éco-Rénov ne concerne pas les panneaux photovoltaïques alors que j'ai que deux couples d'amis qui ont obtenu cette prime en 2021, en 2022. Effectivement, c'est possible. C'est parce qu'en 2021 et 2022, c'était éligible, ou en tout cas, c'était pas mentionné que c'était pas éligible, et que maintenant, ça ne l'est plus, notamment aussi parce que, alors, je sais plus si en 2022 ou 2023, il y a un arrêté qui est sorti qui interdit le cumul entre le tarif d'achat du surplus ou le tarif de vente du surplus ou le tarif de vente et les tarifs de vente, la prime à la consommation et des aides locales. Donc c'est pour ça aussi que le département ne propose plus cette aide pour les photovoltaïques parce que c'est interdit par un arrêté national. Mm, mm. Et ce qui n'est pas cohérent avec le stockage virtuel. Ça aurait très bien pu être maintenu, et ce qui a été le cas dans le 06, où on avait une prime du département qui a été maintenue seulement si on faisait des installations sans revente de surplus. Oui, effectivement, dans le Eh cadre oui. Mm. d'installation sans vente de surplus, comme ça rentre pas dans le cadre de l'arrêté, donc ils auraient pu continuer. Mais effectivement, le département, je sais pas s'ils ont réfléchi à cette possibilité-là, mais en tout cas, c'est pas aujourd'hui le cas. Euh, Quelle technologie de panneau faut-il privilégier? Alors, je pense qu'on y a quoique on n'a pas trop répondu, mais la technologie de panneau, après, je sais pas si vous ferez des commentaires, mais en général, c'est pas vraiment la, enfin, le critère principal de choix. Aujourd'hui, les panneaux, ils produisent, voilà, ils sont donnés pour une puissance en kilowatts-crête donnée, et il n'y a pas de grosse différence. Euh, En tout cas, ça c'est ma réponse. Après, je sais pas ce que vous en penserez, mais moi, en tout cas, c'est plus sur la puissance, le dimensionnement, le prix et l'adaptation de ces consommations plutôt que sur vraiment des types de panneaux différents. Alors après, peut-être que vous avez un avis différent et que vous souhaitez apporter des précisions sur ça. J'ai pas bien compris, je suis Et en fait, désolé. la question, c'est quelle technologie de panneau faut-il privilégier? Ah, ok. Les dernières générations de panneaux hétérojonction vont nous permettre de produire plus tôt en journée et plus tard en soirée, avec moins de luminosité, des jours où c'est gris. Forcément, les nouvelles dernières technologies
Si vous avez le choix et la possibilité de le faire, tournez-vous vers ça, parce que vous aurez une production quand même qui est un petit peu plus importante. Oui, mais On a ça, du coup, aujourd'hui, ça, c'est compris après dans la puissance des pierres, enfin dans la puissance du panneau. non. Alors, la bifacialité, par exemple, n'est pas intégrée dans la puissance crête. Ok, Aujourd'hui, vous installez un 3 kW crête, la bifacialité n'est pas intégrée. C'est 3 kW crête sur la face avant. D'accord. ok. Bon, en tout cas, voilà, donc il y a peut-être effectivement ce complément, enfin cette option, on va dire, intéressante. Après, voilà, vraiment, si déjà vous faites une installation à un bon tarif, avec un bon dimensionnement, et que Oui. vous optimisez votre système, déjà vous avez fait 95% de, enfin, vous avez 95% du chemin. Et après, effectivement, il reste 5% d'optimisation que vous pouvez avoir sur une telle technologie par rapport à une autre, sur voilà, on n'a pas trop, on a un petit peu parlé, mais sur l'orientation de l'inclinaison, donc ça aussi c'est quand même des points importants. On en a parlé un petit peu. Euh, mais déjà, voilà, c'est sur ces points-là qu'il faut vraiment insister. Et c'est quoi les dernières questions? C'est quoi les dernières C'est technologies? Vas-y. La dernière pour nous, c'est l'hétérojonction. Et ça consiste en quoi en deux mots? C'est la cellule photovoltaïque au lieu d'être avec deux matières identiques, on utilise deux matières différentes pour la cellule photovoltaïque. Donc, on a un matériau semi-conducteur classique, le silicium, et le deuxième semi-conducteur de la cellule, c'est du germanium. Qui Germanium permet, je suppose, d'optimiser les rendements, d'optimiser ouais, la production. ouais. Ok, très bien. d'accord. Vas-y. Juste Olivier, parce que je crois qu'on n'y a pas répondu ou j'ai raté la réponse, mais il y a Chantal qui demandait si l'installation est KO et que l'installateur n'existe plus, comment on procède. Euh, voilà. Pour y répondre. Est-ce qu'on se Alors, retourne directement vers le constructeur du matériel, du coup, vers le constructeur des panneaux ou des onduleurs? eh bien, oui, il y a plus le choix. Et normalement, il y avait cette garantie décennale quand même, hein. Donc là, si on est sur des défaillances de produits, il faut qu'on se retourne vers les fabricants qui Oui, vont parce vous que préconiser. Après, je ne sais pas ce qu'il y a eu d'installé, mais c'est là où commencent les problèmes. C'est si on a une marque parfaitement inconnue. eh A ouais. priori, c'est ça, parce qu'elle indique que c'était une marque turque, apparemment. Ouais, voilà, voilà, parce que forcément, c'est compliqué. Parce que maintenant, aller trouver ce fabricant-là et lui demander d'activer une garantie, bon courage. C'est pour ça qu'on en revient au conseil Au qu'on a choix du donné matériel. pendant. Voilà. Eh oui, ouais. Merci beaucoup, merci à tous pour vos questions et merci aux deux intervenants pour leurs réponses éclairées. Encore une fois, donc vous recevrez un mail avec le lien pour le replay et puis on vous transmettra aussi un peu un résumé avec la présentation aussi, un lien pour la présentation. Je vous souhaite du coup une bonne soirée et puis merci encore aux intervenants et à la prochaine pour un prochain webinaire. Merci tout le monde. Merci à tous. Merci Monsieur Isambert. Merci Monsieur Berset de Sam Énergie, qui, je vous rappelle, est un artisan référencé par le service public de la rénovation énergétique et donc il fait partie de nos listes. Merci. Merci, au Et revoir. bonsoir à tous. Bonne soirée à Merci, tous. Régis. Au revoir.